Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce combien déjà? 110 webinaires classiques plus 18 webinaires Instant Coach. Ça fait donc 128 webinaires. Et on commence tout de suite par la mission de Second Souffle. La mission de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté et principalement des TPE et micro-entreprises qui représentent 95% des entreprises en France. Notre accompagnement avec un pair entrepreneur est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Avec 13 ans de recul, notre méthode pair à pair a démontré sa capacité à accompagner personnellement et professionnellement l'entrepreneur en difficulté pour rebondir rapidement avec son entreprise ou un nouveau projet entrepreneurial, professionnel. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires bien sûr. Nous sommes présents dans 44 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Pour ceux qui ne sont jamais venus et qui ne connaissent pas cette plateforme de webinar, on commence tout de suite. Donc vous avez en bas à droite 2 icônes, le chat et les questions. Les questions pour poser les chats pour discuter entre vous, entre nous, les questions pour poser vos questions. Merci de poser vos questions dans cette partie. Questions, s'il vous plaît. Vous avez un souci technique, vous avez une aide sur la gauche, et puis au milieu, vous avez 2 icônes, un pour mettre en plein écran et l'autre pour réagir. Réagir, c'est quoi? C'est envoyer des petits emojis. Et là, je vais vous envoyer des petits pouces. Voilà. Vous voyez les petits pouces en bas? Voilà. Donc, aujourd'hui, on retrouve notre formidable Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour William, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous parler du beau sujet de la stratégie. Et oui, Clémence, si vous êtes assidu à nos webinaires, ce que j'imagine, vous vous souvenez peut-être que Clémence est déjà intervenue au mois d'avril pour nous parler de comment optimiser et structurer sa stratégie, voilà. Et ça a tellement plu qu'on a décidé d'en faire un deuxième un peu plus approfondi. Donc vous pouvez retrouver ce webinaire que je vous mets tout de suite dans le chat. Vous allez voir en replay. Voilà, Clémence, on est parti? Eh bien, c'est parti. Je te mets en ligne la présentation. Super. Donc aujourd'hui, on va parler des 10 étapes pour construire sa stratégie. Parce que construire une stratégie, ça se fait pas sur un coin de table. Construire une stratégie, ça prend du temps, mais c'est pour en gagner derrière, puisque ça permet d'être beaucoup plus performant et de faire en sorte que l'entreprise vive de belles années. Alors, juste peut-être me présenter. Donc, je suis Clémence Boisselet, je suis fondatrice de la société Aloha Stratégie et j'accompagne un grand nombre de dirigeants d'entreprise, seuls ou avec leurs équipes, pour pouvoir se structurer, faire en sorte que la stratégie soit partagée et que toute l'entreprise soit vraiment force de proposition pour aller vers le succès de l'entreprise. Alors, on va commencer du coup juste par un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que la stratégie. Donc, je vous ai mis ici quelques définitions. Il y en a une qui vient de Wikipédia, l'autre qui vient de Xerfi-Canal. Donc, la définition. Donc, la stratégie est un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Son but est d'atteindre le ou les objectifs fixés par la politique, l'idée générale, en utilisant au mieux les moyens à disposition. Donc, une définition très claire sur ce qu'est la stratégie et un constat qui a été fait par Xerfi-Canal et qui montre que la plupart des entreprises, et d'ailleurs en particulier les plus grandes, n'ont pas de stratégie, n'en ont pas fait, n'en ont pas défini une clairement. Parce qu'en fait, il y a plusieurs projets, on vit au jour le jour, on va au fur et à mesure des projets et on a l'impression de progresser, ce qui est le cas, mais si on avait une stratégie, on progresserait encore plus. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas de stratégie? Il y a plusieurs raisons possibles à ça. J'en ai mis quelques-unes, mais peut-être qu'il y en a encore d'autres. Évidemment, je ne suis pas dans la tête de tout le monde, mais en règle générale, soit on manque de temps, on est au four et au moulin et du coup, on n'a pas le temps de prendre ce recul, ou bien le budget a été alloué à d'autres projets, ou sinon on peut même avoir le sentiment de perdre du temps. Parce que quand on s'arrête pour penser à sa stratégie, ça signifie qu'on ne va plus voir les clients, du moins juste les quelques heures qu'on passe sur la stratégie, et du coup ça donne ce sentiment de perdre du temps.
Mm. Ou encore, c'est un sujet qui est considéré comme non opérationnel et donc du coup non prioritaire. Ouais. Donc peut-être aussi... Peut-être même une autre raison encore plus commune, malheureusement, c'est qu'on n'y a même pas pensé. Oui, tout à fait. On peut tout à fait, même on n'y a même pas pensé, puisque de toute façon, on est dans le quotidien. Et ça, c'est la grande problématique de tout le monde. Malheureusement, les journées ne font que 24 heures et encore, il faut dormir. Une étude a été réalisée par trois personnes américaines. Ils ont interrogé 183 startups. Donc là, c'était des startups, mais ils auraient fait ça sur d'autres entreprises, ça aurait été pareil. Et parmi elles, 69% avaient une vision et 31% n'en avaient pas. Qu'est-ce que ça a montré comme résultat? C'est que celles qui avaient une vision, qui avaient défini leur stratégie, ont un chiffre d'affaires qui s'est développé beaucoup plus rapidement, puisqu'elle s'est développée 2 fois plus rapidement que celles qui n'avaient pas de stratégie. Et pourtant, peut-être que la stratégie qu'ils avaient mis en place n'était pas forcément la meilleure. Et pour autant, ça a donné quand même de la croissance. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que quand on met en place une stratégie, eh bien, on va développer le chiffre d'affaires? Je ne sais pas si vous avez une idée par rapport à ça, mais moi, je vais vous en donner quelques-unes. Parce qu'une stratégie, ça sert à quoi concrètement? Une stratégie, ça sert à définir un cap, à identifier le chemin qui est le plus adapté. Je prends souvent l'exemple d'un randonneur qui veut aller au pic d'une montagne. En fonction de chacun, soit on va prendre un chemin très court, on va escalader, soit on va prendre des chemins un peu plus longs en faisant beaucoup de virages, mais en tout cas, on va prendre le chemin qui nous correspond le mieux, qui correspond à l'image de l'entreprise. Ça permet aussi de prendre en compte tout l'environnement extérieur. C'est vrai que quand on est dans notre quotidien, on pense à son entreprise, à ses projets, mais on ne regarde pas forcément ce qui se passe autour de l'entreprise et pourtant c'est extrêmement important et ça permet du coup d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux caps. Ça permet d'anticiper et de faire des choix par rapport à ce qu'il se passe et surtout, ça permet de se structurer avec les moyens qu'on a à disposition, que ce soit financier ou humain évidemment. Donc, je vais passer du coup sur mes 10 petites étapes. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas comme le disait William, c'est dans l'onglet questions. Moi, je suis dessus, je suis pas sur le chat. Donc, si je vois des questions, il n'y a pas de souci. Donc, les 10 étapes pour construire sa stratégie. Donc là, je vais vous les présenter. Sachez que j'ai mis en place un livre blanc qui reprend ces 10 étapes-là. Je vous mettrai à la fin du webinaire le lien si vous souhaitez le télécharger. Il est complet et à chaque fois, il y a quelques aides, quelques templates qui vous permettent du coup de le faire aussi pour vous. Alors, première étape pour construire sa stratégie. Première étape, quelle est-elle? C'est de savoir pourquoi on a créé cette entreprise, pourquoi on a repris cette entreprise, pourquoi est-ce qu'on dirige cette entreprise, pourquoi ce projet, pour qui et pour quoi, en séparant les deux mots. Il y a toute la notion de raison d'être. Donc, qu'est-ce qu'on entend par raison d'être? C'est répondre à la question, finir la phrase plutôt. J'ai créé, repris, dirigé cette entreprise parce que je souhaite apporter, parce que je souhaite innover, parce que je souhaite aider, parce que je souhaite donner, parce que je souhaite partager, parce que je souhaite arrêter le salariat. Il y a diverses raisons. Quelle est votre raison d'être? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de reprendre, diriger ou bien créer l'entreprise dans laquelle vous êtes? Il y a ensuite la notion d'ambition. L'entreprise va servir un but de long terme dans 10 ans, 20 ans. Quel est-il? Après, il y a la notion de vision. Mon entreprise sert à mes clients, elle leur apporte. Qu'est-ce qu'elle leur apporte? Pourquoi est-ce que j'ai créé cette entreprise-là? Qu'est-ce que je veux donner concrètement à mes clients? Les valeurs, ça c'est extrêmement important, puisqu'une stratégie va être faite à l'image du dirigeant. Donc c'est essentiel de définir les valeurs de l'entreprise, puisque la stratégie que vous allez mettre en place, elle va être en lien avec les valeurs que vous avez décidé au fond de vous. Et enfin, quel est l'objectif global? C'est-à-dire de toutes ces notions au-dessus, qu'est-ce que je souhaite vraiment réaliser dans mon entreprise, dans son quotidien et avec qui? Donc voilà la première étape fondamentale pour pouvoir définir une stratégie. Je rajouterais, Clémence, que toutes les phrases que tu as mis là, j'ai créé, repris, dirigé cette entreprise parce que, etc. Toutes ces phrases, vous pouvez les mettre au futur.
Si vous êtes porteur de projet, si vous avez l'ambition de monter une entreprise, c'est des questions que vous devez de vous poser avant de démarrer l'activité. Tout à fait. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Donc, je vois qu'il y a une question, on dirait, est-ce qu'on peut avoir plusieurs entreprises, plusieurs stratégies, ou qu'une? Alors, une stratégie, elle va être pensée dans le long terme, dans le court et long terme. Au sein d'une stratégie, vous allez avoir plusieurs projets, ou plusieurs produits, ou plusieurs façons de parler aux clients. Mais votre stratégie globale, elle sera la même. Vos valeurs, elles seront les mêmes. Votre raison d'être, elle sera la même. Donc voilà la nuance en fait. Il ne faut pas confondre projet et stratégie. Voilà, c'est ça. On peut avoir plusieurs projets pour atteindre un même objectif et une même stratégie. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc là, pour pouvoir faire cette étape 1, une des façons assez simples de la faire, c'est de prendre des post-it et de marquer toutes ces idées et d'ensuite les reclasser pour savoir si c'était plutôt de la raison d'être, plutôt de l'ambition, plutôt de la vision, plutôt des valeurs, ce qui vous permettra derrière de définir l'objectif global dans lequel vous vous investissez. Passons maintenant à l'étape 2. L'étape 2, quel est mon environnement extérieur? Alors là, j'ai mis 3 points d'interrogation parce que c'est extrêmement important. Si on reste sur soi et qu'entre soi, et qu'on ne regarde pas ce qui se passe à l'extérieur, il y a plusieurs choses qui risquent de se passer. Soit on va rater une évolution majeure de la société et donc du coup on va passer à côté et on va perdre nos clients. C'est arrivé même aux plus grosses sociétés de rester vraiment concentrés. Si je prends l'exemple de Kodak, ils se sont pas mis sur le côté numérique, ils n'ont pas vu venir en fait ces téléphones qui prennent maintenant de superbes photos parce qu'ils étaient leaders et qu'il n'y avait aucune raison qu'ils ne le soient plus, sauf qu'il faut prendre en compte ce qui se passe à l'extérieur. Alors que se passe-t-il autour de moi? Est-ce que l'environnement externe est plutôt propice à mon activité ou pas? Est-ce qu'il y a des éléments importants que je dois prendre en compte pour pouvoir mettre en place mes axes stratégiques qui vont servir mon ambition, mon objectif global, ma vision, mes valeurs et ma raison d'être? Alors, je vous ai mis un petit template ici. Il est évidemment pas complet, mais on va pouvoir se poser des questions, par exemple, au niveau politique. Est-ce qu'il y a des lois politiques, est-ce qu'il y a des décisions, politiques qui vont avoir un impact sur mon entreprise? Pourtant, moi, je peux rien y faire. De toute façon, c'est comme ça. Ils vont prendre des décisions et moi, je vais juste avoir à les prendre en compte. L'impact va peut-être être positif. Et dans ces cas-là, la question, c'est qu'est-ce que je vais faire, du coup, pour surfer sur ce positif? Ou bien l'impact va peut-être être négatif et la question c'est qu'est-ce que je peux faire du coup pour limiter cet impact négatif. Ça va être la même chose sur les lois qui peuvent arriver ou bien même sur l'économie. Quand on voit le taux d'inflation, quand on voit les taux d'intérêt, tout ça, ça va avoir un impact sur l'entreprise. Qu'est-ce que je peux faire du coup pour limiter cet impact négatif ou bien surfer sur le positif? Il va y avoir aussi, donc pour ça je vous dis c'est pas complet, tout le côté environnemental. Est-ce que au niveau environnement, qu'est-ce que je peux faire en fait pour être en lien avec l'environnement, pour limiter l'impact de l'environnement, l'impact de ce que l'environnement va avoir sur moi. Donc quand je parle environnement, je parle plutôt écologie. De la même façon, les gens changent au niveau social. On va avoir le télétravail, ça va avoir un impact plutôt positif ou négatif sur ma société, ainsi de suite. Tout ça, il faut le prendre en compte. Prendre en compte aussi le comportement des clients. Est-ce que les clients ont une force sur moi? Est-ce que je suis en position de force ou est-ce que c'est eux qui sont en position de force par rapport à moi? Est-ce que au niveau de la concurrence, je suis plutôt bien positionnée? Est-ce que mes concurrents risquent de piquer toutes mes parts de marché ou est-ce que je suis plutôt dans un marché de niche et donc du coup je suis entre guillemets tranquille? Mes fournisseurs, est-ce qu'ils ont un impact plutôt fort sur moi ou est-ce que c'est moi qui ai un impact fort sur eux? Est-ce que d'autres produits qui me ressemblent mais qui sont pas exactement les mêmes que moi peuvent avoir un impact sur moi? Si je prends la SNCF par exemple, quand Blablacar a commencé, ça a été un produit de substitution par rapport à la SNCF. Il faut le prendre en compte dans l'offre qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Ou encore, est-ce que d'autres concurrents peuvent arriver facilement sur mon marché et du coup prendre des parts de marché? Donc tout ça, ce sont 2 méthodes qui s'appellent la méthode Pestel et les 5 forces de porteur et qui du coup vont permettre de se poser de réelles questions par rapport à ce qui se passe en externe
sur lequel je n'ai pas la main, mais pour autant, je peux avoir une idée sur comment je peux limiter l'impact négatif ou comment je peux surfer sur le positif. Alors, il y a quelques questions. Du coup, je vais regarder si je peux y répondre. Qu'est-ce que vous voulez dire par mes clients une force sur moi? Par exemple, vous avez un client. Si vous avez qu'un client, eh ben, vous êtes complètement dépendant de ce client-là. Et si ce client-là décide d'arrêter avec vous, votre entreprise, eh ben, elle est plutôt en difficulté. Donc là, il aura vraiment une force par rapport à moi, c'est-à-dire qu'il va être en position de force par rapport à ce que je peux proposer. Le SWOT n'est-il pas un outil adapté à cette étape 2? Le SWOT est tout à fait adapté à cette étape 2. Dans cette étape 2, c'est surtout sur la partie opportunités et menaces, en effet. Et vous allez retrouver dans les opportunités et menaces des choses que vous avez pu en fait se travailler dans le cadre du PESTEL avec le politique, l'économie, le légal, le sociétal, l'environnemental et le technologique. Donc oui, le SWOT en effet est un outil aussi tout à fait adapté. Du coup, là, la question a été posée 2 fois. Raison d'être versus valeur. Alors, la raison d'être, c'est j'ai décidé de créer mon entreprise parce que. J'ai décidé de diriger cette entreprise parce que. Les valeurs, ça va être je souhaite être en lien avec l'environnement. Je souhaite avoir un bilan carbone à 0. Vous voyez, on est vraiment sur 2 thématiques complètement différentes. Je crois que j'ai réussi à répondre. Ah, et encore une. Abus de position dominante. Alors là, vous voulez dire par rapport aux clients, peut-être, quand on parlait justement de la position, de la force des clients et des fournisseurs par rapport à notre propre entreprise. Et donc, il y a de temps en temps, ça arrive souvent d'ailleurs dans l'aéronautique, où il y a très, très peu de clients. Et quand si ces clients décidaient de partir, ça pourrait mettre à mal l'entreprise au global. Hier, moi, j'étais au téléphone avec un jeune entrepreneur qui m'a dit, donc je lui demande si ça va, il dit « Oui, j'ai passé un super été, je suis devenu papa. » Bien. Par contre, j'ai perdu un client. Et puis il me dit, le problème, c'est que j'en ai perdu un, mais des clients, j'en avais que 2, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça c'est problématique. Alors, il faut le prendre en compte et il faut se poser la question comment je peux faire, du coup, pour en avoir d'autres. Qu'est-ce que je peux faire, quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Se poser de bonnes questions. Étape 3 maintenant. L'étape 3 va plus se tourner par rapport à mes concurrents. Faire de la veille, c'est primordial. Et c'est vrai qu'on prend très rarement le temps de faire de la veille. On prend très rarement le temps de faire de la veille parce que ça prend du temps de le faire. Mais pour autant, faire de la veille par rapport à mes concurrents, c'est très important parce que ça va permettre de définir qui ils sont, ce qu'ils font, de savoir aussi quelles sont les offres qu'ils proposent et est-ce que moi est-ce que j'ai un avantage concurrentiel par rapport à moi, ce que je propose. Et connaître ces concurrents, c'est aussi une façon de se développer, de mettre en place en fait une stratégie qui vous ressemble. Je le rappelle, une stratégie, c'est fait à l'image du dirigeant. Vous n'allez pas avoir la même stratégie que vos concurrents et heureusement, sinon ce serait juste une guerre de prix. Avoir une stratégie qui vous ressemble, ça va vous permettre de proposer des produits qui vous ressemblent et ça va vous permettre aussi de mettre en avant un avantage concurrentiel important. Concurrents légaux et pas légaux. Alors, qu'est-ce que vous entendez par concurrents légaux et pas légaux? Est-ce que c'est... Précisez votre question, Béatrice. On y répondra tout à l'heure. Ouais. Alors là, je vous ai mis un petit template. C'est vraiment pour aider à la réflexion, de noter tous les concurrents que vous avez en veille, quelle offre ils proposent, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous l'avez pas, quel est mon avantage concurrentiel par rapport à eux et comment moi je peux l'expliquer parce que si j'arrive à l'expliquer dans cette case, c'est derrière je vais pouvoir aussi l'expliquer à mon client et donc du coup lui montrer en fait que mon avantage concurrentiel ça va être ça et que mon offre elle est différente. On passe maintenant du coup sur l'étape 4. Je voulais rajouter, je ne sais pas si vous savez, mais il existe des outils plus ou moins gratuits qui permettent de rester au courant de certaines actualités. Vous avez Google qui vous propose ça gratuitement. Vous rentrez quelques mots-clés. Tiens, moi, je sais pas, j'ai ouvert une charcuterie, je sais pas. Vous mettez ces quelques mots dans Google et puis toutes les semaines ou tous les jours, à la fréquence que vous souhaitez, et il vous enverra toutes les actualités qui concernent ces mots-clés-là.
Vous avez un autre outil qui existe aussi qui permet de surveiller des sites web pour savoir si ça change. Alors vous leur dites, tiens, tu me surveilles ce site-là, c'est le site de mon concurrent, et dès qu'il y aura une modification sur la page, vous serez informé. Ça vous fait de la veille automatique. C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est très pratique parce que du coup, ça fait gagner beaucoup de temps. Ça fait gagner beaucoup de temps. Alors non, tu as une question, on répond à la question ? Oui, du coup, Béatrice me disait qu'il y a certains de ses concurrents qui ne déclarent pas alors qu'elle déclare et donc du coup, elle paye des charges. Oui, en effet, là, mais bon, normalement, on doit déclarer et on doit payer des charges là-dessus. Ils peuvent se faire rattraper par la patrouille. Et puis, il y a plein de domaines où c'est comme ça. Il y a même des domaines où c'est légal. Vous avez des Air France, les billets sont plus chers que chez Emirates. Simplement parce que Emirates, ils produisent leur pétrole. Donc, quand ils atterrissent chez eux, le pétrole, il coûte pas cher, voire même zéro. Par contre, Air France, non. Voilà. Et ça, c'est légal. Et bon. C'est ça. Alors, du coup, passons à l'étape 4. L'étape 4, qu'attendent mes clients ? Qu'est-ce qu'ils souhaitent vraiment ? On a souvent une idée bien précise de ce qu'on veut proposer aux clients, mais on a tendance à pas forcément se reposer la question, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'eux, ils veulent ? Et de se reposer la question, mais en fait, ils attendent quoi, mes clients ? Est-ce que c'est un prix ? Est-ce qu'ils veulent plutôt quelque chose qui est pas cher ? Est-ce que c'est plutôt un service ? Qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour qu'ils viennent plutôt chez moi et que, du coup, ils n'aillent pas chez mon concurrent ? Est-ce que je vais pas être obligée de faire une étude de marché pour mieux comprendre, en fait, ce qu'ils souhaitent réellement ? Peut-être ça va nécessiter chez moi un peu d'innovation. Ou bien peut-être que je vais devoir me mettre avec d'autres personnes pour pouvoir proposer un service plus complet. Est-ce qu'il va falloir que je baisse plutôt mes prix ? Et dans ces cas-là, aller plus sur de la masse. Bref, il y a énormément de questions qui vont se poser à partir du moment où on comprend, où on fait une étude sur ce qu'attendent réellement les clients. Au niveau du template que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai rajouté et ce que je peux amener en plus. Ce que je peux amener en plus à mon client pour qu'il soit satisfait, pour que ce que je lui propose soit vraiment en lien avec ce qu'il attend et qui, du coup, il va être satisfait. Et s'il est satisfait, il sera certainement fidèle. Et s'il est fidèle, il va certainement parler autour de lui. Et s'il en parle autour de lui, ça va me permettre d'en avoir encore d'autres. Une entreprise qui a bien réussi à savoir ce que voulaient ses clients, c'est Apple. C'est simple. C'est performant, c'est facile. Ils ont compris ce que voulait le client. Donc voilà, en fait, c'est important de se poser toutes ces questions-là. Sur quelle volumétrie on considère qu'une étude de marché est fiable ? Alors, la loi des grands nombres, c'est 100. La loi des grands nombres, c'est 100. À partir de 100 réponses, on considère qu'on a déjà un panel qui correspond à la réalité. Si vous avez moins de 100 réponses, ça signifie qu'il peut y avoir des biais par rapport à vos réponses. Et donc, du coup, il se peut que votre étude de marché ne soit pas fiable. À partir de 100, c'est la loi des grands nombres. Et ça se voit à chaque fois. En plus, je suis statisticienne de formation, donc je peux d'autant plus vous le dire. Les chiffres, ça a été mon domaine pendant très, très longtemps. Et en effet, à partir du moment où on a 100 réponses, et bien derrière, en fait, plus vous avez de réponses et plus ça va confirmer l'étude. Donc, j'ai répondu à toutes les questions. C'est parfait. Donc, on va pouvoir passer, du coup, à l'étape 5. L'étape 5. Quelles sont mes offres ? Comment puis-je les diversifier ? Il est toujours important dans une stratégie de penser à de l'innovation. Comme je vous le disais tout à l'heure, les choses changent autour de nous, le monde change autour de nous. L'exemple le plus pertinent d'aujourd'hui, ça va être ChatGPT, par exemple. On n'en entendait pas du tout parler il y a encore 1 an, ou peut-être 2 ans plus. Il est arrivé en novembre, ça va changer beaucoup de choses. C'est pas parce que ça va changer beaucoup de choses que ça va être un frein pour nous. Non, l'idée, c'est de se poser la question, et il y a des choses qui changent autour de moi. Moi aussi, je peux me diversifier. Moi aussi, je peux prendre en compte et utiliser des outils qui vont évoluer. Quand le télétravail
a été mis en place, ça a changé beaucoup de choses dans les entreprises. Et pour autant, c'est pas pour ça que toutes les entreprises ont fermé parce que le télétravail a été mis en place. Loin de là. Donc cette étape-là, c'est aussi prendre du recul sur les différentes offres qu'on propose au sein de l'entreprise, de vérifier déjà le temps que ça prend sur chaque offre, le montant que ça rapporte sur chaque offre, l'investissement que ça m'a demandé à la fois donc en temps, en euros ou bien dans d'autres choses, en organisation, ce genre de choses. Quels sont les clients qui l'ont acheté? Parce que de temps en temps, on a une offre et en fait, on a différents types de clients qui la prennent, mais on ne fait pas le travail de regarder qui a pris quoi, qui a payé quoi. Et finalement, si on faisait ce travail, eh ben, on ciblerait plus sur telle typologie de clients parce que c'est eux, en fait, qui sont les plus intéressés, les plus intéressants par rapport à cette offre-là. Donc, cette question de quel type de client a pris cette offre-là, est-ce que cette offre existe au sein de la concurrence? Et est-ce que cette offre est en croissance ou pas? En faisant cette étude-là, ça va permettre de faire un vrai état des lieux de ce que l'on propose aux clients. Et du coup, ça va permettre aussi de réfléchir soit à continuer celles qui marchent, soit à arrêter certaines qui ne marchent plus et de mettre en avant vraiment la valeur ajoutée que je propose pour mes clients au sein de mon entreprise. Pour ça, il existe pas mal de petites méthodes théoriques, mais qui sont très faciles aussi à mettre en pratique et qui ont été créées par soit des cabinets de conseil en stratégie qui sont renommés, comme par exemple BCG, qui est des cabinets de conseil parisiens, qui sont aussi à Paris, ils sont plutôt américains de base puisque c'est Boston Consulting Group, mais qui ont évidemment un cabinet à Paris et qui ont créé des méthodes qui permettent de mieux savoir quelles sont mes offres qui sont de la vache à lait, celles qui me rapportent facilement, dans lesquelles j'investis plus beaucoup, mais pour autant qui me donnent du chiffre d'affaires récurrent. Quelles sont les offres sur lesquelles je veux investir, je dois investir parce que je sais qu'à la fin, elles vont vraiment me rapporter, mais pour autant, je suis obligée d'investir un minimum pour pouvoir le proposer complet à mes clients. Quelles sont celles où je me pose la question, est-ce qu'il faut que je continue à investir ou pas? Parce que finalement, est-ce que ça vaut vraiment est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça va vraiment me rapporter dans le futur? Et celles où en fait, ça rapporte rien et ça me prend du temps et en fait, il vaut mieux arrêter. Donc ça s'appelle la matrice BCG et elle est très, 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 très facile à utiliser et on peut le faire à la fois sur les produits, on peut aussi le faire avec les clients. Des clients qui me rapportent beaucoup, ceux sur lesquels j'investis parce que je sais que dans le futur, ils vont me rapporter, ceux sur lesquels j'investis mais je suis pas sûre qu'ils vont rester, donc au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et ceux où finalement, ils me prennent plus de temps qu'autre chose et que du coup, il vaut mieux arrêter avec eux plutôt que de perdre du temps et du coup, perdre de l'argent. Il y a plusieurs autres méthodes. Il y a aussi la méthode hands-off qui va permettre en fait de mettre en avant à quel type de marché et à quel type de client je m'adresse. Et est-ce que je peux proposer cette offre-là à un autre marché? Est-ce que je peux proposer à ce marché d'autres offres? Ou encore, est-ce que je peux me diversifier, c'est-à-dire proposer d'autres offres à d'autres marchés? Donc, ça se fait aussi au fur et à mesure. Ça permet, dans cette matrice, de se poser les questions et puis derrière, éventuellement, de mettre un plan d'action qui va bien pour pouvoir se diversifier et puis de croître. J'espère que ça va pour vous. Je parle beaucoup. Je vous ai mis dans le chat la méthode hands-off. Je vous ai mis surtout comment ça s'écrit, si vous voulez la rechercher sur Internet. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, passons du coup maintenant à l'étape 6. L'étape 6, ma préférée, le business model. Le business model, alors d'ailleurs, si je tourne mon ordinateur, vous voyez, il est aussi au mur, je l'utilise très souvent. Quel est mon business model? Je crois que c'était ta liste de courses. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à acheter alors. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un business model? Donc, un business model, ça permet vraiment de définir comment je vais vendre mon produit, à qui et par quels canaux je vais atteindre mes clients, de qui je vais avoir besoin, quelles sont les activités les plus importantes au sein de mon entreprise, avec qui je vais le faire, quels sont mes partenaires, qu'est-ce que ça va me coûter et qu'est-ce que ça va me rapporter.
Donc là, je vous ai mis un exemple du business model Canvas, qui est celui qui est le plus utilisé parce qu'il est, il est visible. Mais un business model Canvas, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et l'idéal, c'est de le faire à plusieurs. Parce qu'à plusieurs, on a plus d'idées. À plusieurs, ça permet d'être beaucoup plus global et d'aller beaucoup plus loin sur la façon de le faire. Un business model en fonction de la société, de l'entreprise, il peut être complètement différent. Si vous prenez par exemple Facebook, c'est gratuit. Ceux qui utilisent, les utilisateurs ne payent pas pour pouvoir aller sur Facebook. Ce qui va leur rapporter de l'argent, ce sont les publicités, les personnes qui vont payer pour pouvoir sponsoriser certaines publicités qui vont arriver sur le fil des utilisateurs. Donc, c'est une façon de gagner de l'argent. C'est une façon de voir le business model. Un autre business model un peu différent, ce sont ceux des assurances. J'ai travaillé très, très longtemps dans les assurances où le client va payer que le sinistre arrive ou non. Donc, là, ça va être vraiment un business model où on va mettre tout l'argent ensemble et l'argent qui va être récolté va servir à indemniser les personnes qui vont en avoir besoin. Mais vous, quand vous prenez une assurance, vous ne savez pas si vous allez avoir besoin ou non de faire appel à l'indemnisation qui va aller derrière. C'est une autre sorte de business model. Après, vous avez le business model plus classique où, par exemple, sur du commerce, eh bien, vous vendez un produit et on vous donne de l'argent en échange du produit. Bref, il y a une multitude de façons de faire un business model. Il faut qu'il soit en lien réel avec ce que vous proposez et que ce soit le plus pertinent par rapport à votre cible clientèle. Oui, vous pouvez. Alors, peut-on avoir plusieurs business models versus les cibles? Alors, si vous ne proposez pas le même produit, oui. Mais si vous proposez un produit, par exemple, le produit Facebook, c'est d'avoir un fil de discussion sur l'appli. Il va y avoir plusieurs cibles. Il va y avoir la cible des utilisateurs et il va y avoir la cible des personnes qui vont payer les publicités. Vous allez le mettre dans le même business model. Par contre, si vous êtes sur des produits complètement différents, alors là, il va falloir faire 2 business models différents. Mais en général, ça dépend. En fait, je ne dis pas en général parce que ça dépend vraiment des entreprises. Tout dépend des produits que vous allez proposer. Oui, puis c'est quand on démarre, si vous êtes indépendant, avoir plusieurs business models, c'est courir plusieurs lièvres à la fois et ça peut être dangereux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Si on est dans le début d'entreprise, déjà, c'est bien. Sachant que, donc, du coup, pour faire en fait un business model, reprenez donc le template, prenez des post-it et mettez une couleur de post-it par cible client. Et du coup, vous allez pouvoir intégrer la couleur de post-it par rapport à chaque cible clientèle et du coup d'être beaucoup plus pertinent. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner un exemple à illustrer chaque case, car je ne suis pas sûre de tout comprendre. Pas de souci. Pas de souci. Alors, la cible client, le segment client, qu'est-ce que c'est? Ce sont vos cibles clients. À quel segment vous vous attelez? Alors, ça peut être des cibles qui peuvent être divisées en fonction du territoire. Ça peut être des cibles qui peuvent être divisées entre, par exemple, public ou privé. Ça peut être entre particuliers et professionnels. Tout dépend évidemment de votre produit. Il n'y a pas une réponse malheureusement claire sur ce sujet, mais un segment client, c'est vraiment les clients qui sont différents pour vous, les cibles clients qui sont différents pour vous et sur lesquels vous n'allez pas proposer la même chose, vous n'allez pas parler de la même façon. Alors je ne vais pas prendre les cases les unes après les autres parce que en fait, un business model Canvas, c'est une histoire. Donc on a la cible client. Après, on va se poser la question, quelle est ma valeur ajoutée? En gros, qu'est-ce que je leur propose? Quelle est mon offre? Donc, sur chaque cible client, je vais noter l'offre que je vais proposer. Après, on va se poser la question, et quel est le lien que je veux mettre avec mon client? Est-ce que c'est un lien de confiance? Est-ce que c'est un lien de service après-vente? Est-ce que c'est un lien de fidélité? Quel est le lien que je veux avoir avec mes clients? Est-ce que je veux tous les connaître? Est-ce que comme c'est de la masse, je ne les connais pas? Mais par contre, je veux leur donner du bien-être.
Quel est le lien que j'ai vraiment envie de donner à mon client? Les canaux, on va être vraiment sur les canaux de distribution. Par quel intermédiaire je vais aller leur parler? Est-ce que ça va être les réseaux sociaux? Est-ce que ça va être le site web? Est-ce que ça va être des salons? Est-ce que ça va être du porte-à-porte? Est-ce que ça va être du téléphone? Comment je vais atteindre mes clients? Qu'est-ce que je vais mettre en place comme canaux de distribution pour les atteindre? Ensuite, on passe aux partenaires. Quels sont les partenaires qui vont m'aider à offrir cette valeur ajoutée, cette offre à mes clients? Donc, les partenaires, ils peuvent être de tout type. Ça peut être, par exemple, des écoles. Des écoles peuvent m'aider à vendre mes formations. Ou bien, ça peut être, par exemple, la CCI. La CCI va m'aider à prendre contact avec certaines personnes. Ça peut être de tout type. Mes clients peuvent être eux-mêmes des partenaires. Les partenaires, c'est important de bien les définir pour pouvoir aussi, derrière, mettre en place un plan d'action pour éventuellement aller les contacter. Les activités clés, ici, on va se poser la question, qu'est-ce qui est important dans mon activité et qui va me prendre le plus de temps? Est-ce que si on est dans le cas d'un outil informatique, ça va être la programmation. Ça va être le fait de programmer le code pour que l'outil soit le plus performant. Si on est dans le cadre de téléphone portable, ça va être le côté usine. Il y a Xavier qui vous a mis dans le chat un excellent lien de chez BPI France pour faire son business model, Canvas. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. À la fin du webinaire, évidemment. Tout à fait. BPI a mis en place des outils très performants, justement, pour mettre en place une stratégie. Étape 7 ? Du coup, je finis juste sur les ressources clés. Pardon, excuse-moi, je me dépêche. Sur les ressources clés, la question qui va se poser, c'est du coup de quoi je vais avoir besoin pour pouvoir faire mes activités clés. Donc des salariés ou bien des ordinateurs. Sur structure de coût, qu'est-ce que ça va me coûter? Donc ça peut être les locaux, ça peut être l'assurance, ça peut être l'expert comptable. Et les revenus, évidemment, qu'est-ce que ça va me rapporter tout ça? Qu'est-ce qu'ils vont me rapporter au niveau des produits? Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire, Karine, par rapport à la question. Donc, étape 7. L'étape 7. L'étape 7, ce sont les chiffres. Certaines fois, on a tendance à être tout le temps sur les chiffres et ne même pas avoir été aux étapes précédentes. Les chiffres, c'est extrêmement important. Je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai j'ai mis en place des comptes de résultats pendant 10 ans, donc je sais très bien que les chiffres, c'est très, très important. Pour autant, si vous n'avez pas fait tout ce qui est au-dessus, tout ce que j'ai présenté en amont, les chiffres, on ne voit pas comment est-ce que vous allez pouvoir les remplir. Il faut vraiment se poser les bonnes questions en amont pour pouvoir faire après un business plan qui soit cohérent. Un business plan, on le fait sur minimum 3 ans, le mieux c'est 5 ans. Là, je vous ai présenté un petit template, mais très simplifié, évidemment. L'idée n'est pas du tout de remplacer un expert comptable. Un expert comptable, il fait très bien son métier et il est plus que nécessaire. C'est plus, en fait, un template pour se poser la bonne question par rapport à qu'est-ce que j'ai comme chiffre d'affaires, qu'est-ce que j'ai comme charge et est-ce que tout ça, ça tient la route? Et si, en plus, je veux me rémunérer et rémunérer mes salariés, il faut que derrière, mon résultat il soit toujours à peu près correct. Donc, le business plan, il sert vraiment à ça. Alors, il y a 2 choses. Si vous êtes en création d'entreprise, vous n'avez pas forcément d'historique. Donc, faire un business plan, ça va être uniquement sur des hypothèses. Ça peut être compliqué, je vous l'accorde. Mais pour autant, c'est nécessaire. Quand on crée une société, il faut faire un business plan, même si on est sur des hypothèses. Donc, quand on commence une activité, la façon de faire, c'est déjà de faire une étude de marché pour voir à peu près comment on va se positionner le marché par rapport à ce que je voudrais proposer. Et puis derrière, c'est de faire 3 hypothèses. Une hypothèse pessimiste, une hypothèse très optimiste. Et du coup, on va naturellement avoir l'hypothèse intermédiaire qui va être celle qui devrait être la plus pertinente. Pour ça, donc du coup, on imagine un chiffre d'affaires par rapport au nombre de clients que l'on peut avoir, par rapport à l'offre qu'on va proposer. Donc, nombre de clients fois le prix du service ou du produit vendu est égal à un chiffre d'affaires. On va pouvoir définir globalement quelles sont les charges qu'on va avoir sur différents types de charges. Si on se verse un revenu, on met le revenu avec toutes les charges salariales que ça impose.
Et du coup, derrière, ça nous donne une idée de l'EBE et donc qui est vraiment le résultat et du résultat avant impôt. Ça, il faut le faire du coup sur 2 ans, 3 ans, 5 ans. Attention, un business plan, on ne va pas exactement trouver, on va pas le suivre à la lettre, mais ça donne un cap, ça donne une bonne vision de là où on veut aller, de combien on veut se rémunérer et comment faire. Alors, pour faire un modèle Excel très, très, très bien, il y a le modèle FISY qui a été créé, donc c'est FISY, qui a été créé au niveau du réseau Entreprendre et qui est très bien fait. Vous avez 3 fichiers, c'est gratuit à télécharger. Vous avez 3 fichiers Excel en fonction de votre situation. Si vous êtes une entreprise innovante, si vous êtes une entreprise qui est plutôt de type start-up ou si vous êtes plutôt une entreprise classique. Donc ce fichier FISY est très intéressant pour pouvoir du coup faire un business plan. Vous rentrez vos données et puis après ça vous fait, alors c'est assez complet du coup, mais ça vous fait votre business plan sur 5 ans. Comment ça s'écrit? FISY. C'est simple. Voilà. Edouard a mis le lien, très bien. Moi, je vais vous en donner un autre. C'est, vous le savez peut-être, l'année dernière, j'avais découvert une pépite. Des 2 petits Frenchies qui ont créé une application qui est en partie gratuite, si vous pouvez vous en servir gratuitement, qui s'appelle Supernova. Et je vous mets dans le chat le lien pour voir le replay que j'ai fait avec eux. Et c'est vachement pratique parce que ça, suivant le secteur d'activité dans lequel vous allez être ou que vous êtes, ça prend déjà des données qui existent pour cette activité. Donc c'est très pertinent. Yes, trop bien, nous dit Carole. Voilà. Et puis j'ai vu une autre chose dans le chat que tu n'as pas vu tout à l'heure. Oui, il y a Damien qui dit « Je fonctionne au quotidien avec un prévisionnel actualisé toutes les semaines. » Alors, ça, c'est... Là, c'est... Bravo. Là, bravo. Ouais, là. Bravo. Alors après, quand on a déjà un peu d'années derrière soi, c'est plus facile aussi de faire le business plan parce que du coup, on va se baser sur le passé. Et là, du coup, on va pouvoir y intégrer une notion de croissance, de combien est-ce que je veux croître. Et puis, du coup, ça va vous permettre de voir combien éventuellement vous pouvez augmenter votre salaire. Ouais. Ou sinon, combien vous pouvez investir au sein de votre société pour pouvoir innover. Tiens, Clément, j'ai une question pour toi. Quand tu vas monter ta boîte, tu as fait tes 2 business plans, un optimiste et un pessimiste. Lequel tu vas montrer à ton banquier? Bonne question. En fait, c'est l'intermédiaire que je montrerai à mon banquier. C'est celui qui sera entre les deux, du coup, parce que c'est celui qui est le plus réaliste. L'important, c'est d'être avec le bon conseiller bancaire. C'est ça le plus important, en fait. Oui, tout à fait. Si vous ne vous sentez pas bien avec lui, changez de banque. C'est ça. On avance, il est moins de 4. On avance, on arrive à l'étape 8. Donc, l'étape 8, quels sont mes axes stratégiques? Donc là, à travers toutes les étapes qu'on a pu voir jusqu'à présent, on a réfléchi évidemment sur la direction qu'on voulait donner à notre entreprise et on a réfléchi à tout ce qui pouvait se passer en externe, en interne et comment est-ce que je vois de façon chiffrée les choses. Et du coup, si on prend chaque méthode, il y a on va avoir en fait des choses plus pertinentes qui vont ressortir. Et ça va permettre aussi de se poser, mes axes stratégiques, ça va être, par exemple, il faut absolument que j'innove par rapport à l'écologie. Ou bien, en fonction de vous, de votre stratégie, il y a des axes stratégiques qui vont être, qui vont devenir logiques par rapport à votre entreprise. Donc tout ça, il faut le structurer. C'est bien d'avoir fait tout ça, mais si derrière, vous ne mettez pas un plan d'action, là, je vais vous taper sur les doigts parce que vous avez fait quasiment tout le travail, sauf que si vous ne mettez pas en place un plan d'action, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas le suivre et que du coup, vous risquez de passer à côté de pas mal de choses. Donc là, quels sont mes axes stratégiques? C'est le début. Une fois qu'on a fait toutes ces méthodes, on se pose, on dit, du coup, je fais quoi? C'est quoi le plus important pour mon entreprise? Quels sont mes axes stratégiques
à moi, qui soit à mon image et qui représente mon entreprise. Alors, si on va sur le slide suivant, je pense que j'ai dû mettre un petit template avec un tableau qui permet de dire quel est le nom de mon axe stratégique, quelle est la description de cet axe, quel est l'indicateur qui va me permettre de dire que j'ai atteint cet axe-là et dans quelle perspective je me trouve. Alors, perspective, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Cette notion de perspective vient d'une méthode qui a été créée par des professeurs d'Harvard et qui se nomme Balance Scorecard. Les professeurs d'Harvard disent, voilà, si j'ai bien appris mon boulot, si mes salariés ont bien appris leur travail, ils vont pouvoir mettre en place des processus de qualité. S'ils mettent en place des processus de qualité, on va permettre de proposer à mon client des offres qui lui conviennent. Et si mon client a des offres qui lui conviennent, il va être satisfait. Et s'il est satisfait, il va être fidèle. Et s'il est fidèle, ça va me rapporter plus d'argent, donc la perspective financière. Donc, sur chaque axe stratégique, la question qu'on va se poser, c'est mais du coup, est-ce que je suis plutôt dans une perspective apprentissage, plutôt dans une perspective processus, dans une perspective client ou dans une perspective financière? L'intérêt que ça va avoir, c'est que ça va permettre de mettre en avant s'il manque une perspective dans ma stratégie, dans mes axes stratégiques. Alors, c'est peut-être normal. Peut-être que je vais avoir que des perspectives processus et client, mais que je vais avoir très peu d'apprentissage et très peu de financier. Oui, c'est possible. Si vous êtes en début de société, que vous avez bien appris ce que vous voulez faire, vous avez bien appris votre étude, votre marché et que vous êtes en train de mettre en place justement toutes les offres à destination de vos clients. Le financier n'est pas encore arrivé parce que vous êtes en création. Par contre, si vous êtes à 20 ans de société, que tout marche très bien, le côté apprentissage va peut-être être pas du tout présent parce que tout a déjà été mis en place et on sera plus sur le côté financier. Donc la question en mettant ces perspectives en avant, c'est plus de se poser la question, est-ce que c'est normal? Et donc du coup, d'avoir cette réflexion supplémentaire. Axe stratégique, c'est 7 maximum et encore c'est beaucoup. Avec mes clients en général, c'est 5. 5 déjà, il faut réussir à les mener de front. Donc 7 maximum. Clémence, il y a Béatrice qui écrit dans le chat, quand on est auto-entrepreneur, on peut quand même pas faire tout ça. Ah, bah bien sûr que si. Bien sûr que si, vous pouvez faire tout ça. Et c'est bien, d'ailleurs, ce que nous, on constate chez Second Souffle, hein, c'est que la plupart des gens qui nous contactent parce qu'ils sont en difficulté et qui sont indépendants ou micro-entrepreneurs, la plus grande raison, c'est parce qu'ils n'étaient pas du tout préparés quand ils ont lancé leur boîte. Hein. Donc, toutes les étapes que vous dit Clémence depuis tout à l'heure, que vous soyez 1 ou que vous soyez 10, je vais vous dire que c'est obligatoire, mais c'est très, 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 très fortement conseillé, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que justement, on part souvent sans le faire. Ouais. On part souvent sans le faire. Donc, du coup, ça m'amène à l'étape 9. Eh bien, allons-y. L'étape 9, quel est mon plan d'action derrière? Donc, c'est bien, j'ai décrit mes axes stratégiques. Maintenant, je vais mettre en place un plan d'action. Donc là, je me base sur une méthode qui, elle, a été créée par HEC. Donc, ils se connaissaient, HEC et Harvard à cette époque, c'était dans les années 90. Et une méthode qui s'appelle OVAR, Objectif Variable d'Action Responsable. Et cette méthode-là permet de structurer la stratégie en mettant en avant des actions clés pour pouvoir atteindre les axes stratégiques que l'on s'est définis. Sur le slide suivant, je vous ai mis un petit exemple, un petit template, où vous avez du coup vos axes stratégiques. Là, j'ai mis de 1 à 7, maximum 7. Et donc, ensuite, en ligne, vous avez le VA1, VA4, VA3. Je ne les ai pas mis dans l'ordre, c'est normal. En fait, la question, c'est pour atteindre mon axe 1, qu'est-ce que je vais devoir mettre comme action? À chaque fois que vous pensez à une action pour un axe, vous allez vous poser la question, alors j'y ai réfléchi pour l'axe 1, mais est-ce que finalement, ça ne va pas avoir un impact sur mon axe 3, sur mon axe 6 ou sur mon axe 7? Ah bah oui, peut-être, oui. En effet, si je mets en place cette action-là, ça va avoir un impact sur mes autres axes. Et si ça a un impact sur mes autres axes, peut-être qu'il faudrait que je le priorise par rapport à d'autres actions. Chaque action doit être priorisée, doit être définie temporellement, doit avoir un indicateur SMART. Donc, j'ai rappelé ce qu'était le SMART.
spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Il faut que ce soit possible et que ce soit, enfin voilà, faut pas se mettre des sommets qu'on sera incapable d'atteindre. Et savoir si c'est du projet ou du plan d'action, est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent ou est-ce que c'est quelque chose qui est clairement défini dans le temps. Une fois qu'on a fait toutes ces variables d'action, une fois qu'on a réfléchi, alors là par contre vous n'avez pas de limitation sur les variables d'action, gardez juste en tête, variables d'action clés, hein, elles soient imposantes. C'est pas, il faut que je passe l'aspirateur tous les soirs dans mon bureau pour que ce soit propre. Bon, c'est même si c'est très important, je ne dis pas le contraire, mais ça ne va pas avoir un impact fort sur votre axe stratégique. Quid des couves et des pépinières pour aider à trouver des financements? Alors, moi, je ne vais pas vous dire le contraire. Je fais pas moi-même partie je fais partie du village Baïséa au Mans, donc qui est du coup un accélérateur de start-up. Ce sont de super lieux. En plus, vous rencontrez beaucoup de monde qui sont dans la même situation que vous. Et c'est extrêmement, c'est bien vraiment pour les entreprises. Tout à fait. Déjà, c'est bien de ne pas rester seul. Hein. Donc, le fait de croiser d'autres personnes qui sont dans le même processus que vous ou dans le même état que vous, ça aide d'en parler. Hein. C'est ça, tout à fait. Alors, numéro 10. Du coup, on va arriver à l'étape 10. Ça va, je ne suis pas trop en retard. Ça va. Et l'étape 10, c'est le qui fait quoi. Parce que là, on a mis en place... C'est toi, Clémence, qui va tout faire. Eh ben oui. Donne ton numéro de téléphone à tous les gens qui sont là. Et puis, voilà. N'empêche que sur le ton de la blague, c'est vrai que quand je suis avec mes clients, à peu près tout le temps, finalement, j'ai envie de le faire à leur place. Mais non, c'est pas l'idée. C'est absolument pas l'idée, puisque évidemment, je peux pas déjà avoir 36 000 sociétés, hein, c'est pas possible. Et puis, c'est important en fait de responsabiliser, surtout quand vous avez des salariés. Vous pouvez les responsabiliser par rapport à des actions clés pour les axes stratégiques et eux-mêmes vont réfléchir à comment ils vont s'y prendre pour les réaliser. C'est-à-dire que vous passez au niveau d'en dessous. La variable d'action 1, que je vous ai mis sur le petit tableau, va devenir l'objectif 1 du responsable en question et lui-même va pouvoir proposer plusieurs actions pour pouvoir atteindre les actions qui lui ont été proposées et responsabilisées. L'idée, en fait, du qui fait quoi, c'est de se dire quand on a une équipe, il faut profiter des compétences de chacun et permettre aussi à chacun de donner aussi une façon de participer au succès de l'entreprise. Et c'est vrai qu'en général, les dirigeants d'entreprise ont peur de montrer leur stratégie à leurs collaborateurs. Or, qui fait la valeur ajoutée d'une entreprise ? Ce sont les salariés. Et il ne faut surtout pas garder sa stratégie pour soi. Si vous gardez votre stratégie pour vous et que vous n'en parlez pas à vos équipes, eux ne vont pas savoir en fait pourquoi ils font leur travail et ils vont le faire en fonction de ce qu'eux ils considèrent le plus intéressant, sauf que ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Et du coup, ça peut avoir un impact négatif sur votre stratégie et du coup sur votre entreprise. Mais après, l'idée n'est pas de leur donner de les laisser faire n'importe quoi. L'idée, c'est de leur proposer des actions qui sont en lien avec leurs compétences et que du coup, ils puissent faire des propositions sans être dans une situation où ils ne se sentent pas à l'aise. Au contraire, c'est vraiment sur des actions qui sont en lien avec leur job. Je pense que sur le slide suivant, j'ai fait un petit imprime écran de l'outil que j'ai créé chez Aloha Stratégie et qui permet justement de mettre en place ce plan d'action. C'est un outil qui a donc été créé par rapport. Vraiment, c'est moi qui ai créé en fait cet outil-là, qui se base du coup sur les méthodes OVAR et Balance Scorecard. Donc les couleurs que vous voyez représentent les perspectives. On a le jaune pour l'apprentissage, le bleu pour le process, le vert pour le client et le rouge pour le financier. Et après, vous avez du coup les axes stratégiques sur le premier rond et le plan d'action pour chaque axe stratégique sur le deuxième rond. Donc là, on voit juste, par exemple, sur définir une offre client à 360 degrés, vous avez du coup un plan d'action qui est associé. Donc, je vais vous mettre dans le chat, du coup, si ça vous intéresse, pour voir quelques vidéos ou la façon dont ça fonctionne. Vous pouvez tout à fait aussi me poser des questions, n'hésitez pas.
Et je vous mets aussi, si vous souhaitez, donc en fait, toutes ces 10 étapes, je les ai écrites en livre blanc. Et du coup, vous pouvez le télécharger. Et du coup, vous aurez tout ce que je vous ai dit, vous l'aurez de façon plus complète, on va dire, avec tous les templates sur ce livre blanc-là. Donc voilà, si vous souhaitez discuter avec moi juste de votre problématique, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon calendrier. Donc, en fait, ça va directement sur mon agenda. Et du coup, on peut échanger sur votre problématique. Évidemment, c'est complètement gratuit. Au contraire, c'est vraiment pour pouvoir vous donner un peu aussi de l'aide par rapport à votre situation. Et si en plus, je peux vous aider, c'est tant mieux. Sachez que je propose aussi des formations qui sont en lien avec la stratégie et qui sont prises en compte par les OPCO, puisque je passe par un organisme qui est certifié Calliope. Bien. Donc, voilà. Et donc, de toute façon, à la fin du webinaire, dans l'après-midi, là, vous allez recevoir, je vais vous envoyer un petit mail quand le replay sera disponible. Et en même temps, vous pourrez télécharger les slides. Et puis, donc, dans le chat, vous avez vu, vous pouvez prendre directement rendez-vous. Vous avez mis son calendrier pour prendre directement le rendez-vous. Alors, le premier lien que vous a mis Clémence dans le chat, c'est son site internet. Le deuxième, c'est pour télécharger le livre blanc. Et le troisième, c'est pour prendre un petit rendez-vous. Voilà. C'est ça, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Clémence. Avec plaisir. Toujours un plaisir d'intervenir pour Second Souffle. Un grand merci à toi. Et je voulais rajouter aussi toutes ces étapes-là. C'est Béatrice tout à l'heure qui disait que pour les auto-entrepreneurs, on ne pouvait pas faire tout ça. Si, parce que oui, encore un exemple, chez Second Souffle, quand on accompagne un micro-entrepreneur, une des raisons aussi pour lesquelles il se plante, c'est parce que en général, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à son expertise métier. Et toute la partie gestion entreprise, et c'est d'un ennui, il veut pas s'en occuper, etc. Et du coup, il voit pas tout ce qui se passe, tous les aspects financiers, de gestion, de comptabilité, et puis puis l'entreprise va au tas. Voilà. Alors que si vous faites toutes ces étapes déjà, avant de démarrer, déjà ça va vous mettre dans le bain de se dire, il n'y a pas qu'on expertise métier que je dois maîtriser. Il y a aussi maintenant mon nouveau rôle de chef d'entreprise que je dois connaître. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine. Il y a juste Karine qui te pose une question, savoir si elle peut avoir accès aux autres webinaires. Et bien sûr, à la fin de... Vous allez... attendez, je vais faire plus simple. Je vais vous montrer, Karine. C'est Karine, hein Tac. Tac. Je vais vous partager mon écran. Oh ben, comme fait exprès, je suis sur le site de Aloha Stratégie. C'est dingue. Bref, ma chère Karine, vous allez sur le site de Second Souffle, secondsouffle.org, et pas .com, comme je viens de le faire. Je l'ai bien écrit? Oui. Voilà. Et vous allez vous descendez un petit peu. Alors déjà, vous voyez déjà le webinaire de la semaine prochaine. Et là, vous avez un bouton rouge, voir les replays. Vous voyez là? Voir les replays. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir accès à tous les replays. Et celui de Clémence, c'était celui-ci. Voilà. Et là, si je fais voir le replay, j'arrive sur YouTube. Et après, vous n'avez plus qu'à voir le replay. Et puis à la fin, vous êtes tellement contente que vous faites un petit pouce et que vous vous abonnez à la chaîne YouTube de Second Souffle. Voilà. Et vous avez plus de 100 vidéos de webinaires, etc. à voir. Voilà. Et la semaine prochaine, donc, c'est notre amie Carole qui revient. Carole Rapin, qui s'occupe des entrepreneurs, mais pas que. Et bon, c'est souvent des femmes qu'elle accompagne. Et on continuera un petit peu toujours sur la stratégie, parce que le titre du webinaire, ça s'appelle Planifier pour préparer le futur. Et puis la semaine suivante, c'est le retour des 24 heures pour rebondir au féminin. Voilà, entièrement en visio. À l'ouverture, nous aurons Sylvie Dalguer, qui est la déléguée
en charge de l'égalité homme-femme dans la région Grand Est. Et puis également, vous verrez tous les réseaux d'accompagnement au féminin et de networking. Vous aurez des témoignages d'entrepreneurs heureux. Voilà, donc une journée, c'est de 9h30 à 16h. Voilà, et ça, c'est de vendredi dans 15 jours. Voilà, ça te convient, Clémence? Hop, ça me convient parfaitement. Il y a encore des questions qu'on n'a pas. Non, est-ce que c'est possible de rencontrer quelqu'un sur Clermont-Ferrand? Ah bah là, bah oui, c'est fait. Béatrice, vous allez place de Jaude. Place de Jaude? Non, j'ai un doute. Si, c'est place de Jaude, hein. Puis vous allez rencontrer du monde. Et puis, présentation très claire, efficace. Je rejoins ce grand mot. A-t-on accès à un autre replay? Est-il possible d'avoir un exemple de formulation d'un axe stratégique? Claire, prenez peut-être un rendez-vous avec Clémence pour ça. Hein, voilà. Merci encore, Clémence, à toi. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et puis donc, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site Second Souffle. Il n'y aura plus qu'à cliquer sur le visuel du prochain webinaire ou des 24 heures pour rebondir pour vous abonner et vous inscrire. Pas pour vous abonner, pour vous inscrire. Et puis moi, bah, je vous prépare le replay, puis je vous envoie un petit mail dès qu'il est prêt. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Merci beaucoup à tous. Au revoir.